Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger la partie C du DS4. On va étudier le microscope de Van Leeuwenhoek, certainement que je prononce mal son nom, mais et il inventa le premier microscope à fort grandissement. En utilisant une lentille boule, comme on va le voir dans un instant. C'est un sujet qui est assez difficile quand même, donc il y a des questions pas faciles, comme vous allez le voir. Alors, on va démarrer le sujet. Première question, on vous demande la résolution angulaire de l'œil avec un modèle très simple. Au niveau de la fovea, donc c'est au centre de la rétine, vous avez un certain nombre de cônes par unité de surface. Il faut en déduire une estimation de la résolution angulaire, mais juste à cause de la densité de cônes. Donc plus il y en a, plus a priori, on a un pouvoir de résolution élevé. Donc vous avez la rétine que je vais aller représenter comme ceci. Bon, évidemment là, c'est très, la rétine n'est pas comme ça, mais on va dire c'est une surface avec des cônes qui sont répartis uniformément sur la rétine. Donc au centre de la rétine, c'est certainement là où il y en a le plus, hein. Donc on a la vision la plus précise, et au niveau des côtés, on a beaucoup moins de cônes, hein, puisque en fait, quand on regarde quelque chose précisément, automatiquement, on va centrer notre regard là où on veut voir le mieux. Alors, d'après le document 1, on vous dit que vous avez 160 000 cônes par millimètre carré, donc c'est... par millimètre carré, donc ça fait quand même pas mal. Et ce qu'on peut estimer en fait, c'est la taille, enfin la surface qu'occupe un cône sur la rétine. Et du coup, on pourra en déduire une estimation de la distance entre deux cônes. Et c'est justement ça qui va nous permettre de remonter à la résolution. Donc la vision un peu naïve que je vais avoir, c'est je vais supposer que, je vais refaire le schéma ici, donc vue de face. Vous avez un cône et je vais supposer qu'il occupe un carré. Oui, ça c'est pas visible. Évidemment, le cône voisin, on va dire qu'occupe également un carré, donc évidemment c'est très naïf comme version, mais en fait ça va suffire largement pour avoir un ordre de grandeur de la distance entre deux cônes. Donc finalement, si je regarde la surface occupée par un cône, je vais appeler, comme c'est tout petit, appelons-la epsilon, cette distance. La surface occupée par un cône, c'est, d'après ce modèle ultra simple, occupé par un cône, c'est epsilon au carré. J'en ai 160 000 par millimètre carré. Donc en fait, n, c'est égal à 1 mètre carré, donc c'est 1 divisé par epsilon au carré. Donc évidemment, là, quand j'écris ça, c'est grand N, je le prends en nombre de cônes par mètre carré. Donc il faudra juste faire attention aux unités, hein. Pour l'instant, oui, je vais considérer, là, toutes les distances, je vais les considérer en mètres, et je ferai juste attention au moment de l'application numérique de ne pas me tromper entre les millimètres et les mètres. Donc on a n qui vaut 1 sur epsilon carré. Donc j'en déduis que epsilon, c'est 1 sur racine de n. Donc je vous laisse faire le calcul. Et je vais détailler l'application numérique. Donc ce résultat-là, je ne l'encadre pas vraiment, je le mets un petit peu en valeur. Je vais détailler l'application numérique parce que il y a moyen de se tromper. Si j'ai 160 000 cônes par millimètre carré, il faut que je sais qu'il y a 1000 mm dans un mètre. Ça veut dire qu'il y a 1 million de millimètres carrés dans un mètre. Ça veut dire que ce nombre-là, je vais multiplier par 10 puissance 6, et le résultat que je vais obtenir, il sera en mètres. Donc ça, c'est important. Donc c'est 160 000 fois 10 puissance 6, et ça va me donner un résultat en mètres.
Donc sauf erreur, je trouve 2,5 fois 10 puissance moins 6 mètres. Ça veut dire que la distance epsilon ici, donc c'est 2,5 micromètres. Donc c'est vraiment tout petit, hein. Bon, ça, on pouvait quand même s'y attendre, hein, puisque les cônes, de base, c'est pas très grand, évidemment. Donc 2,5 microns, voilà, c'est typiquement c'est des ordres de grandeur tout à fait cohérents. Maintenant, je reviens à ma rétine et je vais compléter un petit peu le schéma. Hein, donc cette fois-ci, je connais la distance entre les... Donc si je prends... je connais cette distance-là, qui vaut à peu près, hein, évidemment, là on raisonne en heure de grandeur, c'est 2,5 micromètres. J'ai refait mon schéma, en fait c'est mieux comme ça de faire en coupe en fait. Ici vous avez donc la rétine et j'ai représenté 2 cônes, donc c'est vraiment très, très schématisé. Et on va dire que ici vous avez l'autre partie, l'avant de l'œil. On va dire ici le cristallin. Et la distance typique entre les deux extrémités, ici, c'est de l'ordre du centimètre, donc on va dire plutôt 2 cm. Hein, donc là je travaille en ordre de grandeur. Hein, c'est-à-dire que là j'ai mis 2,5 microns, c'est vrai que je pourrais mettre 2 microns, ça ne changerait pas grand-chose. Et évidemment, je vais pouvoir discerner 2 objets à condition qu'ils arrivent chacun indépendamment, le rayon lumineux arrive indépendamment sur un cône. Hein, c'est la limite de résolution physiologique de l'œil. Ça veut dire que, on peut le représenter ainsi, vous avez un rayon qui arrive comme ceci, qui va sur ce cône-là, et donc qui excite spécifiquement ce cône-là, et donc ça envoie un signal au cerveau. Et vous avez un autre rayon, là, je mets 2 flèches dessus, et lui, il va sur ce cône-là. Et la limite de résolution, en fait, ce qui est noté alpha 1 dans l'énoncé, c'est cet angle-là. Et la relation qui permet de calculer alpha 1, et ben, si on regarde ce triangle-là, on utilise la définition d'un angle en fait. Hein. L'angle alpha 1, c'est la longueur de l'arc, mais comme c'est très petit, on peut confondre l'arc avec la distance entre les 2 cônes, divisé par le rayon ici, qui vaut à peu près 2 cm. Donc alpha 1, c'est à peu près 2,5 microns. Donc je remets tout en mètres. Hein. Ça c'est important de ne pas vous faire avoir avec les unités. Hein. Le plus simple c'est que je mets tout en mètres. 2 cm en mètres, ça fait 0,02 mètres. Donc je vais... vu que je suis en ordre de grandeur, 2,5 je vais dire que c'est environ 2. Hein, donc c'est... On va dire que c'est 2, ça va être plus simple. Donc j'ai 10-6 divisé par 10-2, donc ça fait à peu près 10-4 radians. Pour alpha 1, donc ça c'est la limite physiologique, c'est-à-dire que de toute façon, vous ne serez pas capable de voir en dessous de cet angle-là, donc c'est environ, hein, j'imagine que ça doit dépendre d'un individu à l'autre, hein, puisque on n'est pas tous fait pareil, mais on a l'ordre de grandeur. Voilà, donc j'ai répondu à la question 1. Donc la question 2, on vous demande cette fois-ci de tenir compte de la diffraction. Effectivement, le fait que la pupille ait un certain diamètre, la lumière est diffractée forcément, puisque c'est un obstacle que rencontre la lumière. Et certainement que la limite de la résolution angulaire due à la diffraction est certainement du même ordre de grandeur que alpha 1. Ça c'est pour des raisons... d'évolution, ce serait quand même très étonnant que la densité de cône soit très supérieure, donne une résolution angulaire bien meilleure que celle que donnerait la diffraction. En fait, ça ne présenterait aucun avantage pour un individu d'avoir cette qualité-là.
Donc, et inversement, si la densité de cône est plus faible que la résolution angulaire due à la diffraction, là par contre ça défavoriserait un individu. Donc finalement l'un dans l'autre, en supposant que l'évolution favorise toujours les individus les plus capables de s'adapter à leur environnement, certainement que progressivement la densité de cône sur la rétine et la limite de diffraction, la limite de résolution due à la diffraction, ça a donné quelque chose d'à peu près du même ordre de grandeur. Donc on va utiliser le modèle suivant. Alors la rétine, on va dire que c'est une... on va modéliser ça par une lentille d'un certain diamètre. Donc ça c'est le cristallin. Qui a un certain diamètre. Donc ici, vous avez on va dire les limites du cristallin. La pupille, en fait, qui s'ouvre plus ou moins. Et on va modéliser ça par... Bon, là, ce que je représente, en fait, c'est l'axe optique. Donc évidemment, l'axe optique n'existe pas en vrai, évidemment. Mais quand on fait les schémas, c'est quand même bien de l'indiquer à chaque fois. Je vais modéliser ça de la manière suivante, parce que le résultat qu'on connaît bien, c'est la diffraction d'une onde plane par une ouverture d'une certaine dimension, d'une dimension typique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer l'effet de convergence de la lentille et l'effet de limitation du faisceau par la pupille. Donc je vais le représenter comme ça. Donc je prends le même diamètre. Et je vais séparer cette lentille en deux. Alors ça c'est quelque chose que j'ai le droit de faire, en effet, du moment que les lentilles sont accolées, j'ai le droit, en les associant, enfin ça fait encore une lentille, donc j'ai le droit de faire ce genre de manipulation. Évidemment, il faut imaginer que ces deux lentilles-là sont très proches l'une de l'autre. Et je vais considérer donc ici la rétine, donc tout ça c'est un modèle, on voit qu'il n'y a pas la courbure de la rétine, donc ici je simplifie quand même, et je sais que les rayons lumineux, ils doivent arriver sur la rétine, absolument, évidemment, parce que s'ils arrivent à côté, l'image est floue. Donc je sais que les rayons lumineux, ils arrivent sur la rétine. Donc pour faire simple, je vais prendre le centre de la rétine. Évidemment, mes deux lentilles, je ne les choisis pas n'importe comment. Je ne choisis pas n'importe comment. Je vais prendre cette première lentille, je l'appelle L1, et cette deuxième lentille, je l'appelle L2, et le cristallin, je l'appelle L, pour simplifier. Je choisis le nom le foyer image de la lentille L2 ici, exactement sur la rétine. Ce qui fait que les rayons au milieu, ils seront bien parallèles, forcément. Les rayons qui arrivent parallèles, ils convergent au foyer image. Et l'objet que je regarde, il m'intéresse pas trop en fait. Il est, disons, quelque part par là. On va choisir le foyer objet de cette lentille au niveau de l'objet. Mais en fait, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas trop. Parce que si vous regardez ce schéma, je peux utiliser le résultat suivant, c'est que lorsque vous avez une ouverture de dimension typique, le diamètre de la pupille, alors il est noté grand D, grand D le diamètre, et ben je sais que l'écartement angulaire, c'est-à-dire que l'énergie lumineuse est principalement contenue dans un cône de demi-angle au sommet θ, tel que sinus θ égale lambda sur grand D. Bon, je vais écrire tout ça. Et j'ai le droit d'appliquer ce résultat parce que les rayons ils sont bien parallèles entre les deux lentilles. J'ai fait exprès d'avoir des rayons bien parallèles pour pouvoir utiliser ce résultat-là. Donc j'ai rédigé un petit peu. Donc les rayons entre les deux lentilles, L1 et L2 bien sûr, sont parallèles. On peut utiliser le résultat suivant.
Donc vous avez une onde plane qui arrive, la longueur d'onde, elle est ici. Eh bien, lorsque l'onde arrive sur la pupille diffractante, on va avoir, ici on a le front d'onde suivant, et on a une déformation du front d'onde, comme ceci à peu près. On conserve la longueur d'onde. Évidemment, là, je ne tiens pas compte du fait que, bon, en réalité, on change de milieu lorsque le rayon arrive à l'intérieur de l'œil. Mais bon, là ça, je néglige complètement cet effet-là. Donc là, je continue à dessiner les fronts d'onde. Et l'énergie lumineuse est principalement contenue dans un cône de demi-angle θ au sommet, tel que sinus θ, c'est environ égal à la longueur d'onde sur la dimension de la pupille diffractante. C'est une dimension typique. D'accord ? Donc il y a un coefficient qui est proche de 1 pour avoir une formule exacte, mais en fait ça dépend de la forme de la pupille diffractante, mais on a l'ordre de grandeur. Et c'est ça qui nous intéresse justement. Et ici, comme θ est très petit, on va pouvoir faire ce genre d'approximation. θ, c'est environ égal à sinus θ. Donc je vais refaire ce petit schéma-là, en le détaillant un petit peu, et on va voir qu'effectivement, lorsqu'il y a des rayons bien parallèles qui arrivent, où normalement l'optique géométrique vous dit que ça converge en un seul point, et ben on va voir qu'à cause de la diffraction, et ben ça ne va pas converger en un seul point, mais ça va faire une tâche de diffraction au niveau de la rétine. Et c'est ça qui va limiter la résolution angulaire de l'œil. Dans le sujet initial, celui qu'ont eu les élèves au concours, je ne pense pas qu'ils attendaient autant une telle modélisation. Vous avez dans le document... Dans le document 3, vous aviez quelques informations pour justement vous aider à répondre à cette question sans avoir besoin d'utiliser un modèle. Mais là, je fais exprès d'utiliser un modèle pour mobiliser vos connaissances, notamment la diffraction d'une onde plane par une pupille diffractante. On peut faire des petits modèles comme ça pour retrouver le résultat. Voilà, j'ai agrandi un peu le schéma. Donc vous imaginez que vous avez des rayons qui arrivent parallèles comme ça. Donc ça, on peut toujours le faire. À partir du moment où j'ai séparé le cristallin en 2 lentilles, on peut toujours s'arranger pour choisir le foyer objet de la première lentille au niveau de l'objet que je regarde. Donc vous avez un objet A quelque part qui envoie des rayons lumineux comme ça. Dont sont issus ces rayons-là. Ils arrivent parallèles, donc là j'en ai représenté que 2, mais vous imaginez qu'il y a plein de faisceaux parallèles qui arrivent comme ceci. Ils arrivent sur la pupille diffractante. Et là, on a justement le phénomène de diffraction. Donc, on va mettre un petit peu de couleur. Vous avez, alors je change la couleur du rayon, mais en fait c'est toujours la même longueur d'onde. Vous avez ce rayon-là, une partie est diffractée comme ceci. Et une partie est diffractée dans l'autre direction. Et l'angle qu'on a ici, donc là vous imaginez, je prolonge, vous avez le fameux angle θ, tel que je l'écris ici, sinus θ, qui est environ égal à θ, c'est environ égal à lambda, la longueur d'onde, sur la dimension, le diamètre de la pupille qu'on va retrouver ici. Je ne le note pas parce que ça va surcharger le schéma. Eh bien, tous ces rayons bleus là, il faut imaginer, moi je vais quand même en représenter encore un. Imaginez, vous avez un rayon qui arrive là. Lui aussi, il va contribuer dans cette direction-là. Et également dans la direction en bas. Donc en fait, vous avez un faisceau parallèle de lumière, et ce faisceau, forcément, va converger dans le plan focal
image de la lentille L2 qui, je vous rappelle, a été choisie ici. D'accord? Donc en optique géométrique, s'il n'y avait pas le phénomène de diffraction, ces rayons parallèles, il n'y aurait pas de diffraction, ils feraient ceci, et puis ils convergeraient tous bien au niveau de la rétine, et ça donnerait une image nette. Donc on va faire la petite construction qui permet de déduire le faisceau émergent. Donc je fais la parallèle qui passe par le centre de la lentille, et je sais que ce rayon-là, il arrive comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Là, j'ai peut-être... j'y suis peut-être allé un petit peu fort au niveau de la diffraction. Ouais, tant pis. Voilà, on va rester comme ça. Et j'ai exactement le même comportement de l'autre côté. Bon, je vais refaire le schéma parce que là la diffraction, elle est juste, enfin sur mon schéma, elle est absolument gigantesque et du coup on rate un peu ce qu'il y a à voir. Je vais refaire le schéma pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Moi, j'ai refait le schéma avec une tâche de diffraction un petit peu plus faible. Donc, je reprends, les rayons arrivent parallèles. On a le phénomène de diffraction, donc une partie des faisceaux, on a un faisceau parallèle vers le haut, donc ces trois rayons-là que je montre. Ces rayons convergent en ce point-là. Et vous avez aussi, diffraction, vous avez aussi un faisceau parallèle vers le bas. Donc évidemment, quand je parle d'angle θ, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'angle, plus de rayons lumineux au-delà de l'angle θ, mais on va dire que l'essentiel de l'énergie lumineuse est contenu dans le cône de demi-angle sommet θ. Donc ces trois rayons, celui-là, celui-là et celui-là, convergent en ce point-là. Et donc, si je continue les faisceaux lumineux, évidemment, la rétine arrête le faisceau lumineux, mais si je continue ces faisceaux lumineux, on va bien voir que à cet endroit-là, j'ai le minimum du diamètre du faisceau lumineux. C'est-à-dire que je n'aurai pas plus petit que ça, c'est la tâche de diffraction. Donc pour bien que vous l'aperceviez, je peux assurer la zone où il y a beaucoup de lumière. Donc évidemment là Et si vous regardez, bon, j'aurais peut-être pu le faire encore plus petit, mais on voit bien que j'aurais pas mieux que ça. Et ça, c'est ma tâche de diffraction. C'est-à-dire que l'image, dans ces conditions, on considère que elle est nette. Physiologiquement, de toute manière, la densité de bâtonnet qui avait donné cette résolution angulaire correspond en fait à cette tâche de diffraction. Physiologiquement, ça sert à rien de mettre 50 000 cônes au niveau de la tâche de diffraction. Ça sert strictement à rien. L'image que vous obtiendrez ne sera pas mieux résolue. Donc, dans mon calcul de la résolution angulaire, ce qui est important, c'est la taille de cette tâche de diffraction. Et la taille de cette tâche de diffraction, il faut que j'extrais de ce schéma un triangle rectangle où apparaît cette dimension. Donc, je vais prendre le triangle qui est là. Voilà, je vais commencer à avoir beaucoup de traits sur mon schéma. Voilà, je vais prendre ce triangle-là. Pourquoi ce triangle-là? Parce que l'angle ici et là, je le connais, c'est θ. Je connais cette distance, on l'avait estimé à peu près à 2 cm. C'est la taille entre le cristallin et la rétine. Et ce que je cherche justement, c'est la demi-diamètre de la tâche de diffraction. Alors, je reprends, donc j'ai isolé pour que ce soit un peu plus clair, parce que le schéma il commence à vraiment être conséquent.
Donc j'ai pris les points O2, celui-là je l'ai appelé A, ce point-là, et la F2', donc ça me donne ce triangle-là. Et la dimension ici, c'est la tâche de diffraction divisée par 2. Donc c'est diamètre divisé par 2. Bon, je me rends compte qu'on n'en a pas vraiment besoin. On n'en a pas vraiment besoin parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'angle θ. Donc, dans ce schéma-là, c'est effectivement la tâche de diffraction, elle est là. Ça, c'est la moitié. Mais comme j'ai θ, en fait, c'était ça qui m'intéressait. Et la résolution angulaire, c'est 2 fois θ. Hein, c'est la distance entre là et là. Donc, vous avez dans le document 2, vous avez une indication. On vous dit que la limite de résolution angulaire, c'est lorsque 2 points, on arrive à les séparer, à les résoudre, donc à les séparer, à les voir comme 2 points séparés, lorsque la distance qui sépare les centres des tâches de diffraction, c'est 2 fois la largeur à mi-hauteur. Donc en gros, la résolution angulaire ici, sauf erreur, c'est 2θ. C'est 2θ. Donc c'est la limite en fait, si la tâche de diffraction, c'est la limite entre ce point et ce point. C'est-à-dire qu'on considère que arrivé là, là on a le maximum d'intensité lumineuse et quand on est sur les côtés, bon, on va dire qu'on a à peu près la moitié. Donc ça c'est un raisonnement en ordre de grandeur. Donc c'est évidemment quand on fait un raisonnement en ordre de grandeur, à la limite le facteur 2, on n'en tient pas compte, mais on est certainement plus proche de 2 fois θ que de θ. Et θ, on avait dit que c'était lambda sur d, donc c'est environ, en fait 2 fois lambda sur grand D. On va faire une application numérique. Donc l'application numérique, c'est donc 2 fois. La longueur d'onde, je vais me placer au milieu du spectre, donc vers 600 nanomètres, donc c'est 600 fois 10-9. Là encore, tout en mètres, évidemment. Et pour D, on prend... Alors D, c'est 3 mm, donc c'est 3 fois 10-3. En relisant l'énoncé, c'était plutôt 500 nanomètres plutôt que 600 nanomètres. Du coup, ici c'est 500. Alors ça me donne quoi? Ça fait 2 fois 500, ça fait 1000 fois 10-9, ça fait 10-6. 10-3 divisé par 3, donc ça fait 3 10-4. 3 fois 10-4 radians. Donc on trouve un ordre de grandeur, ça colle avec la première détermination. Hein, on avait trouvé au tout début alpha 1 égale 10-4. Là on trouve alpha 2 égale 3 fois 10-4 radians pour une pupille qui est ouverte à 3 mm. Donc certainement, je ne suis pas sûr de moi, mais 3 mm, ça veut dire qu'on a quand même un environnement qui est peu éclairé. La pupille, je dirais qu'elle est quand même grande ouverte. Donc c'est plutôt dans des conditions d'observation où il y a peu de lumière. En plein été, par exemple, lorsque la pupille se ferme, que vous avez un environnement qui est très lumineux, vous avez l'angle... je dis des bêtises, la diffraction elle augmente. Non, je dis des bêtises. 3 10-4. Je crois que la valeur elle est un petit peu plus petite que ça. Hein, la valeur qu'on pourrait mesurer, c'est quelque chose qui est assez facile à mesurer hein, pour vous-même. Vous dessinez des petits points sur un mur, par exemple, sur une feuille de papier que vous accrochez à un mur, suffisamment éloigné. Vous séparez par exemple les petits points d'1 mm et vous vous rapprochez
du mur. Donc au départ, vous ne devez pas être capable de les distinguer, ces petits points, entre eux. Et dès que vous les arrivez à les distinguer, vous mesurez la distance entre vous et le mur, et vous divisez la distance entre les points par la distance à laquelle vous commencez à voir les points, et ça vous donne une idée de votre résolution angulaire pour votre œil à vous. Bon, ça, vous pouvez faire la manip, mais on trouve le bon ordre de grandeur, c'est cohérent, c'est tout à fait cohérent. Voilà, je continue l'exercice. Dans la question 3, en fait, on vous demande de faire une application numérique. Donc on va considérer alpha 2 qui vaut une seconde d'arc, et c'est-à-dire 2,9 fois 10-4 radians. Donc ça tombe bien, c'est tout à fait ce qu'on avait trouvé. Et on vous demande l'objet le plus petit objet qu'on peut, si on lit bien la question, en utilisant la valeur minimale séparant deux objets ponctuels incohérents à distance finie, calculer numériquement la dimension du plus petit objet observable à l'œil nu. Donc en fait, quand vous observez un objet à l'œil nu, vous allez, enfin tout le monde fait ça, c'est que vous accommodez, en fait vous rapprochez l'objet de votre œil pour mieux voir, et vous allez placer l'objet au punctum proximum. Donc évidemment, plus vous vieillissez, plus le punctum proximum s'éloigne, donc c'est ce qu'on voit à partir d'un certain âge, les gens qui sont obligés d'allonger un petit peu les bras, ou qui ont du mal à lire ce qui est écrit en tout petit. Donc voilà, on va considérer un punctum proximum ici qui a... Donc on prend un punctum proximum qui a 25 cm. Et je considère un angle entre les rayons, entre les deux objets, ici l'objet 1, l'objet 2. Qui vaut alpha 2. Alpha 2, c'est 2,9 fois 10-4 radians. Donc ça, c'était indiqué dans l'énoncé. Donc, je mets 2,9, mais évidemment, je pourrais mettre 3. Là aussi, on est en ordre de grandeur, donc c'est pas, on ne ferait pas une grosse erreur. Et donc, la question, c'est 25 cm. 25 mètres, c'est un peu beaucoup. La question, c'est quelle est cette dimension ? Alors, c'est très facile. Cette dimension, on utilise de nouveau la définition d'un angle. Ça, sur la longueur qui est là, donc c'est à peu près 25 cm, c'est alpha 2. Donc alpha 2, ça vaut... excusez-moi, c'est pas alpha 2 qu'on cherche. La distance que l'on cherche, qui est notée 1,1. Donc en fait c'est 1,1 ici. C'est alpha 2 fois 0,25 mètres. On fait l'application numérique. Donc alpha 2 c'est 3 10-4, je divise par 4. Donc ça fait 0,75, donc ça fait à peu près 7,5, à peu près, fois 10-5 mètres. Donc je dirais à peu près, allez, j'arrondis à 100 microns. On va dire qu'on n'est pas à ça près. 100 microns, c'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Effectivement, ou d'une feuille de papier. Effectivement, c'est lorsque vous avez un cheveu ou la tranche d'une feuille de papier, ça c'est des choses qu'on arrive à voir à l'œil nu. C'est encore des dimensions accessibles. Voilà, on va pouvoir passer à la question suivante. Où justement on va cette fois-ci s'intéresser au microscope qui est constitué d'une lentille boule, et voir que l'intérêt d'introduire un tel dispositif optique entre ce qu'on observe et l'œil de l'observateur.
Voilà, donc à la question 4, on vous demande l'intérêt d'introduire une lentille-boule entre l'objet qu'on regarde et l'œil de l'observateur. Donc c'est une question qualitative. Pour la petite histoire, on vous explique comment étaient fabriquées ces lentilles. En fait, ils prenaient des gouttes de silice fondu. Et une fois qu'elles sont refroidies et qu'on les a bien polies, donc on a des sphères plus ou moins sphériques, hein, donc évidemment dans l'eau, j'imagine que ça marchait pas à tous les coups, hein, la fabrication de telles lentilles. Le rayon c'est 0,60 mm, donc c'est quand même tout petit, hein, comme type de lentille. Ça ressemblerait quand vous avez une goutte d'eau qui atterrit sur l'écran de votre téléphone portable. Ça ressemblerait un petit peu en termes de microscope. Et en général, ce qu'on arrive à voir dans ce cas-là, c'est on arrive bien à voir les pixels de l'écran. Enfin, ça dépend de l'écran que vous avez, hein. Mais en tout cas, personnellement, j'ai déjà observé ça. Vous aussi, certainement. Donc, vous avez une lentille qui est toute petite et vous avez donc un objet qui est évidemment pas très grand, qu'on va mettre ici. Et je vais placer la lentille boule. Alors, comme l'objet est très petit, la lentille boule, on va dire, est de taille assez conséquente. Et l'idée, donc il y a deux options. Donc c'est pas du tout à l'échelle, hein, mon schéma. Vous avez l'observateur qui est ici. Et l'image qui va se former à travers cette lentille boule, a priori, si elle se forme de ce côté-ci, ce serait bien qu'elle soit agrandie. Donc c'est l'image de AB. Qu'elle soit pas trop près de l'œil, évidemment, parce que sinon vous n'arriverez pas à accommoder et vous ne la verrez pas. Mais si vous êtes suffisamment éloigné, eh ben vous verrez quelque chose à travers le AB très agrandi à ce niveau-là. Donc ça c'est une première utilisation et on pourrait aussi l'utiliser en loupe, c'est-à-dire que cette fois-ci l'image de AB elle serait plutôt de ce côté-ci. Donc ça c'est l'autre mode de fonctionnement. Mode de fonctionnement de type loupe. A priori, c'est ce mode de fonctionnement ça correspondrait plus à un microscope. C'est-à-dire qu'on va former une image agrandie à travers l'objectif du microscope de type loupe. Et ça, on a plutôt un type de fonctionnement type de fonctionnement microscope. Donc, pour faire un microscope moderne, ce qui manque, ce serait un oculaire. C'est-à-dire que l'oculaire renvoie cette image à l'infini, ce qui fait que l'observateur peut la voir sans accommoder et pendant très longtemps. Donc évidemment, ce microscope est assez rustique, assez rudimentaire, évidemment. Donc, pour répondre à la question 4, on peut dire que le rôle de la lentille boule, c'est d'obtenir une image agrandie de l'objet qu'on va observer pour qu'un observateur puisse la voir justement agrandie et voir des détails qu'il ne voit pas à l'œil nu. On va rédiger tout ça. Voilà, donc c'est conclusion rédigée. On va pouvoir maintenant faire des calculs, c'est-à-dire qu'on va vraiment regarder optiquement à quoi équivalent cette lentille boule dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire qu'on va considérer tous les angles petits et des rayons qui sont proches de l'axe optique, hein, c'est-à-dire des rayons qui sont, donc si l'axe optique serait comme ceci, des rayons qui sont proches de cet axe, hein, pour pouvoir simplifier les calculs. Alors, on va attaquer la question 5, donc c'est la question qui est très calculatoire. Avant c'était assez qualitatif finalement. Alors l'angle I1, on va le trouver à ce niveau-là. Donc le schéma a été fourni, hein. Ici c'est R1. Vous avez R2 ici. Bêta R et bêta.
Que je dise pas de bêtises. J'ai oublié. Et j'ai marqué ici toutes les questions qu'on vous pose. En fait, on vous pose plein de questions. On vous dit d'abord ceci, ensuite cela, etc., etc. Je me rends compte que j'ai oublié une étape. Bêta en fonction des I1. Donc ici, c'est bêta en fonction de... Il manque une étape ici. Voilà, j'ai relu l'énoncé. Donc le conseil que je peux vous donner pour cette question, lisez-la bien, relisez-la bien et relisez-la bien, hein, pour être sûr de ne rien oublier. Évidemment, le plus important, il est là. Hein. On vous demande la distance focale. Et la distance focale, c'est la distance entre le centre de la lentille et le point F'. Hein, c'est cette distance-là qu'on cherche à la fin. Donc, à la limite, si vous ratez une étape, c'est pas très grave, du moment que vous avez la bonne expression de F'L. Mais évidemment, si on vous pose la question, quand même, répondez-y. Hein, même si le plus important, c'est ça, pensez bien à répondre à chacune des questions. Donc, relisez bien l'énoncé pour être sûr de ne rien oublier. Hein. Alors, je vais commencer par la première relation, elle va être très simple, c'est la loi de Snell-Descartes. Donc, je vais l'écrire ici. Vous avez n de l'air, sinus I1, qui est égal à l'indice du verre, sinus. Oui, je ne réponds pas bien en question, puisque l'angle I2, il est là. Mais je vais quand même l'écrire, la loi de Snell-Descartes, parce que je sais que je vais en avoir besoin. Donc, loi de Snell-Descartes. Le point initial, c'est I. Et vous avez évidemment la même chose. Donc, en I, ça donne ceci. Et en J, ça donne l'indice du verre sinus R2 égale l'indice de l'air sinus I2. Alors, pour la relation entre... Donc, évidemment, j'en ai besoin. Hein, j'en ai besoin, ces deux relations, donc ça tombe bien. Si vous regardez le triangle IJC, il est isocèle. C'est bien ça, ouais. En tout cas, la distance, donc IC, CJ, c'est la même. Donc, le triangle... Donc le triangle CIJ, CIJ est isocèle. Donc R1 c'est égal à R2. Et si R1 est égal à R2, bon je vais les rédiger mais c'est évident, si R1 est égal à R2, et bien en fait I1 et I2 sont égaux. Donc je vais juste le rédiger, hein. Donc ça fait sinus I1. Ça fait n sinus R1. Et sinus I2, c'est n sinus R2. Donc j'en déduis que I1, c'est égal à I2. Voilà, donc j'ai une première relation. Entre I1 et I2, ben, je vais m'attaquer maintenant à la deuxième. Alors, donc I1 égale I2, je l'ai noté. Je me souviens des relations de Snell-Descartes, je les ai effacées, mais il faut les avoir en tête. On va passer à la deuxième partie. L'angle I1, on va le retrouver également ici. Et X, c'est cette distance-là. Donc en fait, pour avoir cette relation, il suffit de regarder dans ce triangle-là. Dans ce triangle-là. Qui est rectangle.
Vous avez ce qu'on connaît, c'est le rayon. Ici, x, on connaît cette longueur. Et bien en fait, c'est sinus I1, c'est x sur r. Donc on a directement la relation. Et si je vois que ça se complique un petit peu dans les calculs, j'hésiterai pas à remplacer sinus I1 par I1. Puisque, évidemment, je travaille dans les conditions de Gauss, donc tous les angles ils sont petits. Donc si à un moment donné il y a trop de arc sinus, enfin des trucs assez compliqués, des formules assez compliquées, je vais tout de suite les simplifier au fur et à mesure. Voilà, j'ai rédigé un petit peu. J'ai noté le résultat. Ben maintenant je m'intéresse à la troisième partie. On vous demande une relation entre bêta R, I1 ou I2 et l'indice. Donc, alors comment on va faire ça? Donc bêta R, I1 et l'indice. Alors, bon, c'est étonnamment compliqué par rapport aux deux questions d'avant. Alors, ce que je vais faire, c'est établir une relation entre I1, R1, R2 et bêta R. Et comme R1 et I1 sont reliés entre eux, ben que R1 égale R2, je vais réussir à trouver la relation. Alors la relation que je vais établir est la suivante. Donc je vais utiliser une méthode qui est assez difficile à rédiger, mais très facile à expliquer quand vous avez la personne à côté de vous. Donc là, ça tombe bien, je peux vous le montrer. Donc là, vous avez, j'ai mis le stylo horizontalement, suivant l'axe optique. Et je vais le tourner, on va dire que je compte les angles, allez, positivement, comme ceci. Donc ça, c'est pas très important, le choix d'orientation des angles. Par contre, une fois qu'on a fait un choix, il faut s'y tenir. Donc je compte I1. Effectivement, j'ai tourné mon stylo dans le sens positif de I1. Moins R1. Quand vous regardez, quand je fais de là jusqu'à là, je suis bien dans le sens négatif. Donc je suis à moins R1. Moins R2. Plus bêta R. Et quand vous regardez mon stylo, il est exactement dans la même position qu'au départ. Donc quand je somme tous ces angles, ça fait 0. Donc il y a juste à l'écrire. Donc c'est I1 moins R1 moins R2 plus bêta R, ça fait 0. Donc je recommence. I1 moins R1 moins R2 plus bêta R, ça fait 0. R1 est égal à R2, donc ça va me permettre de simplifier. Alors évidemment, cette relation-là, si vous l'écrivez directement sur une copie, disons-le franchement, c'est suspect. Ça fait vraiment une relation qui vient de nulle part, sans aucune justification. Vous allez avoir beaucoup de mal à le justifier, comme je viens de le faire, à moins de vous glisser dans la copie. Et puis dès que le correcteur corrige, vous l'expliquez, voilà, c'est comme ça que j'ai fait comme ceci, comme cela. Donc je vais proposer une autre façon, une façon de le rédiger qui est un petit peu plus facile à rédiger. Mais en tout cas, l'avantage de cette méthode-là que je viens de vous décrire, c'est qu'au moins au brouillon, vous pouvez très facilement écrire la bonne relation sans faire d'erreur. Évidemment, là maintenant, je vous montre comment on le rédige correctement. Alors, pour le rédiger correctement, je vais travailler dans le triangle CIJ. Donc dans CIJ, je vais le rédiger. La somme des angles fait pi, 180 degrés ou pi. La somme des angles fait pi. Et quand on regarde cet angle-là, c'est pi moins I1 moins bêta R. En effet, entre là et là, j'ai un angle pi. Là, j'enlève I1 de ce côté-ci, j'enlève bêta R de ce côté-ci. Donc ici, j'ai pi moins I1 moins bêta R. Et je vais sommer ces trois angles. Ça donne quoi? Ça donne R1 plus R2 plus pi moins I1 moins bêta R, tout ça fait l'angle pi. Évidemment, je vois une simplification immédiate.
Et quand vous regardez, ben, vous avez exactement la relation. Il suffit juste de changer tous les signes, hein. Vous avez exactement la relation qui est là. Ce qui fait que ben, je vais pouvoir enfin en déduire la relation. J'utilise le fait que R1 c'est égal à R2. Je vais utiliser le fait que sinus N sinus R1 égale sinus I1, c'est la loi de Snell-Descartes, et j'aurai ma relation. Alors j'ai cette relation-là. Or, R1 c'est égal à R2. C'est un résultat qu'on avait démontré un petit peu plus haut. Et j'ai sinus I1. Donc là, c'est peut-être le moment d'utiliser l'approximation des petits angles. C'est-à-dire que I1, finalement, c'est N fois R1. Donc c'est pour I1, R1 qui sont très petits devant 1 radian. Hein, donc ça va simplifier énormément les calculs. Donc finalement, je vais continuer là. Vous avez, je remplace, il faut que je me débarrasse de R1 et R2. Donc ça fait I1, moins 2 fois R1, mais R1 c'est quoi? C'est I1 sur N, donc moins 2 fois I1 sur petit n, plus bêta R, c'est égal à 0. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Donc je vais réarranger un petit peu l'expression, hein. Je mets I1 en facteur. 1 moins 2 sur N égale plus bêta R. Ouais. J'ai un signe. Ça fait 0. Voilà, donc normalement, j'ai répondu, j'ai fait le troisième cas. Et on va s'intéresser maintenant. On peut peut-être le faire dans la foulée. Puisqu'on a une relation simple, alors évidemment, j'ai commencé avec les petits angles, et ben, continuons. Hein. Je vais remplacer I1 par X sur R, et ça va me donner la relation, ben, je réponds dans la foulée. Donc X sur R, 1 moins 2 sur N, plus bêta R, ça fait 0. Bah, du coup, j'ai fait les deux dans la foulée. Hein, donc celui-là a demandé un petit peu plus de travail. Hein. Après celui-là, c'est assez facile. Alors j'en suis... donc j'avance bien, puisqu'il m'en reste 2 avant d'avoir la distance focale. On vous demande une relation entre bêta R et I1. Bah, en fait, I1, c'est I2. Quand vous regardez... on peut de nouveau utiliser la méthode avec le stylo qu'on va balader sur la figure, mais en fait je vais le rédiger quand même un petit peu mieux. Si vous regardez cet angle-là, c'est pi moins I1, hein, je vous rappelle que I2 ça vaut I1, et dans ce triangle-là, j'ai juste à écrire que la somme des angles, ça fait pi pour avoir la relation. Donc dans le triangle CJF', on a, donc je vais pi moins I1 plus bêta R plus bêta qui fait 0, sauf erreur. Je rappelle que, oui c'est marqué ici, hein, I1 et I2 c'est pareil, hein, donc ici on a l'angle I1, donc là on a l'angle pi moins I1, et donc dans le triangle CJF', on a la somme des angles qui fait pas 0, qui fait pi, pardon. On a une simplification, et du coup j'ai mon résultat. I1, c'est bêta, plus bêta R. On peut quand même vérifier. Si je fais ceci, donc ça fait... si je reprends le sens positif comme ça fait moins bêta R, plus I2,
moins bêta, ça fait 0. C'est exactement cette relation-là. Mais bon, évidemment, vous avez intérêt à le rédiger comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc je suis arrivé à l'avant-dernier point. Bon, en fait, j'ai fait dans la foulée l'étape suivante, puisque I1, c'est X sur R. Du coup, j'ai toutes les informations. Et connaissant l'angle bêta, je vais pouvoir en déduire cette distance. En effet, sauf erreur, que je dise pas de bêtises, hein, moi ce que je recherche c'est ça. Donc évidemment j'ai déjà le rayon ici, donc ce qui me manque c'est cette distance, et donc ce serait bien de travailler dans un triangle rectangle. Alors pourquoi je dis rectangle? Parce que comme le point J, on est toujours dans l'approximation des petits angles, donc en fait ce rayon en vrai il n'est pas là, il est plutôt par ici. Et ce rayon, en vrai, il n'est pas là, il est plutôt par ici. Donc évidemment, si j'avais représenté le schéma avec les petits angles, ça aurait été complètement illisible. Mais il faut avoir toujours ça à l'esprit, ce qui fait que cette portion de la sphère, ça fait quasiment une ligne droite. Donc on a quasiment un triangle rectangle. Et je vais pouvoir en déduire, avec tout ce qu'il y a là, normalement, je vais pouvoir en déduire assez facilement cette distance. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire cette partie du schéma. Donc je vais reprendre ce triangle-là. Et ici, en fait, cette portion-là, tant que x est petit, donc tous les angles vont être petits, en fait, je vais assimiler ces triangles-là à un triangle rectangle de la même chose de l'autre côté. Donc ça donne le schéma suivant. Voilà, donc j'ai extrait ce triangle-là, je l'ai extrait, je l'ai reproduit le schéma ici. Donc j'ai bêta, l'angle bêta R. Et en fait, cette distance, je la connais. J'appelle ce point HJ en fait, ça vaut R fois tangente bêta R. En effet, tangente bêta R, c'est R sur grand R. Donc ça donne cette relation-là. Évidemment, comme je travaille avec les petits angles, je vais dire que c'est R fois bêta petit r. Une fois que je connais HJ, je vais aussi écrire une relation dans ce triangle-là. Et on a la relation tangente de bêta. Et je vais dire que c'est environ égal à bêta. Et tangente bêta, c'est HJ sur la distance justement que je cherche, HF'. Donc je vais, une fois que j'ai écrit tout ça, moi ce qui m'intéresse c'est HF'. Alors je ne vais pas travailler en valeur algébrique. Donc c'est HF' qui est égal à HJ sur bêta. Et HJ ça vaut R fois bêta R. Donc cette fois-ci, cette relation, la distance qui est là, c'est, je vais plutôt le mettre comme ça, c'est R, bêta R, sur bêta. Donc je vérifie que c'est bon. Voilà, donc j'ai ce résultat-là. Et du coup, j'ai ma distance focale qui f de L', f' de L, pardon, c'est R plus R bêta R sur bêta. Mais ça tombe bien parce que bêta et bêta R, je les ai en fait. Donc bêta R, je l'ai là en fonction de X. Donc là, il y a un petit peu de calcul à faire. Et une fois que j'aurai bêta en fonction de x, j'aurai bêta en fonction de x. Donc là, il y a un petit peu de calcul à faire, mais rien de bien méchant.
Voilà, j'ai récupéré dans ce tableau, dans ces expressions-là, celles qui m'intéressent. Donc j'ai f' de L et j'ai bêta R et bêta qu'il faut que j'exprime en fonction de x. Donc bêta R, ça va être très facile. Ça vaut quoi? Donc ça fait x sur R, 2 sur n, moins 1. Et donc bêta, ça vaut x sur R, moins bêta R. Donc je remplace bêta R, ça fait x sur R. Bon, c'est que du calcul là. Hein. X sur R, 2 sur n, moins 1. Et quand je distribue le signe moins là-dedans, j'arrive à une expression de bêta. Ça vaut 2 fois x sur R, 2x sur R, 1 sur n, plus 1. Je vais quand même vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Et si j'ai fait une erreur, c'est 1 moins 1 sur n. Bon, j'aurais mieux fait de détailler un petit peu le calcul. C'était 1 moins 1 sur n. Donc je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Donc quand je distribue le signe moins, j'ai le x sur R qui apparaît 2 fois. Et j'ai toujours le x sur R avec 2 sur n. Normalement, c'est bon. Donc je vais réinjecter le bêta R là-dedans. L'expression de bêta qui est ici, je la réinjecte ici et ben, j'aurai mon expression de f' de L. Donc cette question-là, quand même, elle demandait pas mal de boulot. Hein, et puis, il faut pas faire d'erreur. Donc je mets R en facteur, 1 plus, donc bêta R, je reprends son expression, x sur R. Donc ce que je vais voir venir, c'est une simplification. Donc c'est tant mieux parce que... Et ici, on a 2x sur R, 1 moins 1 sur n. Donc là, ce que vous voyez, c'est le x sur R qui se simplifie. Alors, faire attention, il y a le 2 qui reste. On va réarranger un petit peu l'expression. Je vais le faire ici. Donc, je continue mon calcul. Donc, ça f est f' de L qui vaut R qui est en facteur. 1 plus... Donc, ça fait 2 moins n sur n, ici au numérateur. Et ici, n-1 sur n. Et j'oublie pas qu'il y a un facteur 2 qui se retrouve devant. Donc le sur n qui est au numérateur et au dénominateur, il se simplifie. Et j'arrive enfin à une expression de f' de L. Peut-être qu'il y aura encore moyen de la simplifier. 1 plus 2 moins n sur 2 n-1. Et je pense qu'on peut encore simplifier. En mettant au même dénominateur, ça devrait encore bien s'arranger. Voilà, je finis le calcul. Je mets au même dénominateur, donc ça fait f' de L qui vaut R facteur donc de 2n moins 2 plus 2 moins n sur 2n moins 2. Donc ça fait f' de L qui vaut... il reste juste n au dénominateur. Le sur 2, ça simplifie quand même bien. Hein. Ouais, c'est tout ça pour ça. Bon, a priori, je pense pas avoir fait dans mes calculs des détours. Hein. En tout cas, on arrive à un résultat qui s'est quand même bien simplifié. Je vérifie quand même que j'ai pas fait d'erreur. R sur 2, n sur n-1. Bon. Ça fait... Bon, on va dire que c'est bon.
On va quand même faire une application numérique. Si on prend avec de l'eau, normalement le point de croisement il est après il faut une distance focale plus grande que R. Donc si je vais quand même faire l'application numérique pour vérifier que c'est cohérent. Ouais, en tout cas pour l'eau, ça marche bien. On a bien une distance focale qui est plus grande, qui dépasse le rayon de la goutte. Donc pourquoi je fais cette application numérique là? Parce que c'est quelque chose que vous pouvez observer si vous avez un soleil rasant, que vous avez un verre d'eau, les rayons lumineux qui passent dans le verre, ils convergent après le verre. Donc le foyer image, il est bien après le verre. Il n'est pas dans le verre, il est après le verre. Donc ça fait une distance focale ici, je vous rappelle que c'est cette distance-là, qui est plus grande que le rayon, donc le grand R. Donc je faisais juste cette petite vérification-là. On va pouvoir, après avoir fait cette question particulièrement délicate, oui, je vérifie que j'ai bien répondu à la question. Donc la dernière question, vous avez donc on a remplacé la lentille boule par une lentille simple de centre C, de distance focale qui est là, qui est toute petite. Je vous rappelle que le rayon c'était plus petit que le millimètre, donc c'était vraiment, sauf erreur, de ma part, oui 0,60 mm, donc c'est vraiment tout petit. Et on veut former une image qui est beaucoup plus grande que l'objet, comme ferait n'importe quel microscope. Et on sait, la norme qui est imposée, c'est que la distance ici, qui est appelée petit l dans l'énoncé, c'est 195 mm. Donc ça, c'est une norme entre l'objet et son image. On doit avoir cette distance-là, donc il fait à peu près 20 cm, donc ça fait à peu près cette distance-là. Pour des raisons de compacité, et puis bon, c'est une norme. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que comme la distance focale est toute petite, en fait, c'est comme si cette image-là était à l'infini. Elle n'est pas à l'infini, c'est vrai, mais c'est tout comme, parce que si je regarde cette distance-là, voilà, je vais la compter en millimètres. Alors qu'ici, cette distance-là, elle est en centaines de millimètres, ça veut dire que cette distance-là est aussi en centaines de millimètres. Donc, je peux considérer que cet objet, c'est comme s'il était à l'infini. En fait, en réalité, il y a deux configurations qui, pour une même distance entre l'objet et son image, donnent une image nette. Donc ça correspondrait en fait à la lentille de l'autre côté. C'est comme si j'inversais le sens des rayons lumineux. Donc évidemment, moi je veux un microscope, je veux une image agrandie, donc je travaille dans cette configuration-là, et je vais tout de suite faire des hypothèses. En fait, vous avez que je dise pas de bêtises, la distance CA', c'est quasiment la distance L. Et comme l'image est à l'infini, en fait, A, c'est quasiment confondu avec le foyer objet de la lentille, qui est un ETF. Ça veut dire que la distance CA', je crois qu'on vous la demande, CA... Ah oui, on vous demande, bon, avec mon raisonnement, CA, c'est égal... Bon. À moins la distance focale. Bon, là, j'y suis peut-être allé un petit peu fort. Si je veux avoir la petite différence, en fait, ça va très bien marcher. Ce que je vais faire, c'est le calcul exact, en fait. Du coup, je vais faire le calcul exact. Parce que quand on regarde comment est posée la question, on vous demande C1 en fonction de L et F'L. Donc, du coup, je suis un peu obligé de faire le calcul correctement. Donc, je vais le faire. J'utilise la relation de conjugaison de Newton. Vous avez FA fois F'A', qui est égal à moins la distance focale au carré. F'A', quand je regarde, ce sera à peu près égal, et ça c'est une très bonne approximation, à la longueur L moins 2 fois la distance focale. En effet, si A est environ égal à F, en fait c'est mon hypothèse.
et bien la distance de f' à A', c'est L moins 2 fois la distance focale. Donc vous avez FA fois F'A', donc c'est L moins 2 fois la distance focale, c'est égal moins FL au carré. J'en déduis FA. Donc là, le calcul que je suis en train de faire, c'est vraiment pour retrouver ce résultat-là. À la limite, on sera même un petit peu déçu finalement de faire tout ça pour ça, quoi. FA, donc ça vaut F' L au carré sur, j'inverse les signes, de FL moins petit l. Sauf erreur. C'est bien ça. Donc j'obtiens une quantité négative. Évidemment, F de L, ça c'est complètement négligeable. Hein, je vous rappelle, F de L c'est de l'ordre du millimètre, L c'est de l'ordre de 200 mm, donc c'est 200 fois plus grand. Donc je néglige ce truc-là. Donc FA, ça vaut... j'ai un peu de place. Ça vaut F' moins F' L au carré sur petit l. Et j'en déduis donc CA. Donc je vais continuer le calcul en dessous. CA, ça vaut quoi? Ça vaut CF plus FA. Ah bah ça tombe bien, je l'ai ici. Et CF, quand je regarde, c'est moins F'L. Donc c'est moins F'L moins F'L au carré sur petit l. Donc je vais écrire le résultat ici. CA, ça vaut F de L. Facteur, donc c'est moins F de L, facteur de 1 plus F de L. Prime, j'oublie les primes, oui, sur petit l. Donc quand on regarde ce résultat, c'est exactement, c'est ok, il y a un terme correctif, mais quand vous regardez ce terme correctif, c'est à peu près 1 sur 200, donc ça fait 0,005. Ça veut dire que ce truc-là, ça vaut à peu près 0,1 moins... Non, excusez-moi, 1 plus 0,05. Donc c'est complètement... c'est une très bonne approximation que j'ai obtenue tout à l'heure. Voilà, donc j'encadre quand même ce résultat, sachant qu'un calcul un peu plus précis donne ça. J'ai quand même fait une approximation ici, hein, une très bonne approximation, hein, au passage, mais ça me donne à l'ordre supérieur la dépendance de CA avec F'L sur petit l. Donc là, c'est simplement que dans la question, on vous demande explicitement CA en fonction de F'L et de petit l. Donc si vous mettez ça, bon, il faut mettre du texte à côté pour justifier qu'au premier ordre, on a quand même quelque chose de très correct. Et le grandissement, eh ben, je peux utiliser la relation du grandissement de Newton qui est F'A' sur F'O. Donc ça fait un grandissement F'A', donc c'est environ, allez, je vais tout de suite approximer, F'A', bon en fait c'est petit l, hein, c'est environ petit l sur moins F'L, donc ça fait un grandissement. Voilà. Vous avez ce résultat-là, donc je vérifie que j'ai répondu à toutes les questions. On déduit une expression approchée de gamma, bah voici. Et le grandissement, il est vraiment très grand, hein, puisque si vous prenez L qui vaut à peu près 200 mm et que vous prenez F' de L qui vaut à peu près 1 mm, et ben ça fait un grandissement qui vaut 200 en valeur absolue. 200, c'est quand même énorme. Hein, vous pouvez voir des détails
que vous ne pouvez absolument pas voir à l'œil nu. Évidemment, quand vous manipulez ce genre de microscope, il faut imaginer que vous avez entre les mains une bille qui fait à peu près comme diamètre 1 mm. Donc c'est vraiment tout petit, ça veut dire que votre champ de vision il est vraiment ridicule. Mais en tout cas, ce que vous voyez dans la lentille est très très fortement agrandi. Voilà, donc j'en ai fini avec cet exercice et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.